Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture. La mythologie grecque, c'est un mix entre DC et Game of Thrones. Dans le sens où, comme dans DC, plusieurs auteurs apportent leur point de vue et rien à foutre de si c'est en contradiction avec ce qu'un auteur a écrit avant, même le créateur du personnage. Puis comme Game of Thrones, parce qu'il y a du sang, du sexe, de l'inceste, des morts violentes, des sections de parties du corps, de la magie, et dans tout ce joyeux bordel, quelques histoires parmi les plus anciennes connues de l'homme, et dans ces histoires, il y a souvent des créatures fantastiques, et je vais vous en présenter 20 aujourd'hui. Numéro 1, alors je vous préviens, je ne vais pas parler de race mais d'individus, donc là nous n'allons pas parler de centaure, mais d'un centaure précis, Chiron, le plus sage des centaures. Le seul centaure sage en fait. Et pour cause, fils de Philyra et de Cronos, ce dernier se change en cheval pour fuir la colère de sa femme, d'où la naissance d'un être moitié divinité et moitié équidé. C'était donc aussi le seul centaure à être immortel. Du coup, il bénéficia de l'enseignement de divinité, et il se servit de cette instruction pour éduquer les futurs héros, comme Jason et Achille notamment. Et les circonstances de sa mort sont aussi tragiques que débiles. Je vous présente un demi-dieu que vous connaissez déjà, Héraclès, qui deviendra Hercule dans le panthéon romain. Héraclès est une grosse merde. Alors qu'il faisait un de ses 12 travaux dont on aura l'occasion de reparler plus tard, il est accueilli par Pholos, un autre centaure plutôt cool. Dionysos avait donné du vin aux centaures en leur disant « Je donne le pinard, mais attention, si Héraclès y passe, t'y donnes un peu, c'est un bon gars. » Pholos a dit oui bien sûr, mais tous les autres centaures ont pris ce vin comme acquis. Du coup, quand Héraclès est venu se poser chez Pholos, il a demandé du vin, ce dernier le lui a servi, et les autres se sont énervés. Héraclès les a donc massacrés. Pholos ne prit pas part à ce conflit, il se contentait d'enterrer les centaures morts, mais Héraclès lui décocha une flèche par erreur, donc il mourut et les centaures survivants prirent la fuite, notamment chez Chiron, qui commença à les soigner, mais Héraclès tira une flèche sur Elatos, un centaure qui se faisait soigner par Chiron. La flèche traversa le bras du patient et atteint le plus sage des centaures au genou. « Qu'il en a à foutre, me diras-tu, spectateur attentif, Chiron est immortel, disais-je plutôt. Oui, mais c'est là que c'est drôle. La flèche d'Héraclès était enduite d'un poison incurable, on y reviendra, et Chiron agonisa pendant 9 jours en réclamant qu'on lui retire son immortalité. Finalement, les dieux lui ont accordé la mort en transférant son immortalité à Probété, je sais pas du tout comment ça marche, et Chiron devint la constellation du centaure. Héraclès est une grosse merde. Numéro 2, et si on parlait de Typhon? Typhon est un géant ailé avec des jambes de serpent, 1000 têtes dont une humaine et 1000 serpents à la place des doigts. La mythologie grecque! Je vous parle de Typhon relativement tôt parce qu'il est le père de 7 des 20 bestioles de cette vidéo. Typhon, c'est le Godzilla de l'Olympe, un monstre à l'échelle divine. En une journée, il a grandi à tel point qu'il atteignait le ciel, au point d'effrayer les Olympiens qui, presque tous, fuirent l'Olympe. Ne restèrent qu'Athéna et Zeus. Ce dernier affronta Typhon avec la faucille avec laquelle il avait tranché les couilles de son père, ce que nous ferions tous, mais Typhon le désarma et trancha ses tendons qu'il cacha dans la peau d'un ours, ce que nous ferions tous. Une chance, Hermès et Égipan qui passaient par là réimplantèrent les tendons dans Zeus, ce que nous ferions tous. Donc Zeus revint, le foudroya d'un éclair, alors que les moires avaient affaibli Typhon en le nourrissant de fruits empoisonnés en l'absence de Zeus, puis il lui jeta une montagne à la gueule. C'est pas une image, il a pris une montagne et il la lui a carré dans la face. La montagne en question étant l'Etna, ce qui explique que quand Typhon est en colère, la montagne crache des flammes. C'est prouvé scientifiquement. Numéro 3, le lion de Némée. Fils d'Orthos et de la chimère, le lion de Némée a donc le plaisir bien connu des Picards d'avoir les mêmes grands-parents du côté de son père et de sa mère. Héra l'avait envoyé à Némée pour qu'il y répande malheur et désolation parce que... tu ferais pareil si t'étais un dieu, donc faire ta gueule. Le tuer est la première tâche dont doit s'acquitter cet abruti d'Héraclès, ce qui me permet d'introduire les fameux 12 travaux. Pas cela, voilà. Si vous n'êtes pas familier avec la mythologie grecque, petit précepte primordial, Zeus n'est pas un époux très fidèle. Suite à une de ses nombreuses aventures, en l'occurrence avec l'humaine Alcmène, Héra, la femme de Zeus, pique une colère monstrueuse et jure de se venger. Zeus baptise son fils Héraclès, qui signifie gloire à Héra, mais c'est bizarre, ça la calme pas. Une fois devenu un grand et solide gaillard, Héraclès est rendu fou par la déesse et tue dans sa folie sa femme Mégara et ses 4 enfants. Il alla demander à l'oracle de Delphes comment se faire pardonner, et l'oracle lui dit d'aller voir Eurysthée et d'accomplir 10 tâches pour lui. Oui, 10, je me suis pas trompé. Eurysthée lui impose donc 10 travaux qu'il pensait impossibles. Le premier étant de tuer le lion de Némée. Petit fait amusant, le dit lion a une peau impénétrable. Le héros tente d'abord de lui tirer des flèches, mais pas de chance, ça ne marche pas aussi bien que sur ses amis centaures. Donc il prend sa masse et frappe le lion, mais la masse se brise sur la bête. Héraclès finit par vaincre le monstre en l'étranglant de ses mains nues. Il se servira ensuite des griffes du lion pour
tailler sa peau et s'en recouvrir. En revenant voir Eurysthée, ce dernier prit peur en voyant la peau du lion et se cacha dans une jarre. Il interdit ensuite à Héraclès d'entrer dans la ville et lui dit qu'il communiquerait ses ordres par le biais de son oncle devant les murs de la cité, ce qui nous amènera au deuxième travail, on va y revenir. Numéro 4, un monstre qu'on rencontre dans l'Odyssée, Polyphème, le Cyclope. Pour ceux qui l'ignorent, l'Odyssée raconte le retour d'Ulysse à Ithaque après la guerre de Troie, un voyage qui dura 10 ans et durant lequel lui et ses compagnons rencontrèrent et affrontèrent de nombreux personnages et la colère du dieu de la mer, Poséidon, probablement provoquée par l'histoire, et que je m'en vais vous conter. Ulysse et les copains s'arrêtent sur l'île des Cyclopes, ils voient une grotte avec de la bouffe, ils se disent « Chouette !» Une grotte avec de la bouffe. Il rentre donc dans la grotte afin de se sustenter. Là-dessus arrive Polyphème, il dit « Ouais, dis donc, c'est ma bouffe que là, je suis pas content !» Et pour la forme, il mange 2 des hommes d'Ulysse. Mais ce dernier est futé. Il enivre le Cyclope avec du vin, lui dit que son nom est Personne, et l'aveugle avec un pied en métal chauffé. Polyphème enferme les hommes dans la grotte et va demander de l'aide, mais personne ne veut l'aider, parce que le pauvre Cyclope prétend avoir été aveuglé par personne. Dans la grotte, Ulysse a une deuxième bonne idée. S'accrocher au ventre des moutons de Polyphème, qui étaient dans la grotte aussi, me demandez pas. Du coup, quand Polyphème fait sortir ses moutons de la grotte, il leur tacle le dos pour vérifier que les hommes n'y sont pas. Mais Ulysse parvient à s'échapper. Et c'est là qu'il a la mauvaise idée de révéler son identité à Polyphème. Genre, haha, te v'là bien baisé par Ulysse! Ce qui a permis au géant de demander une punition pour Ulysse à son père, Poséidon. Ça explique que le trajet retour se soit pas passé tout seul. Numéro 5, Triton. Alors là, vous imaginez peut-être le roi Triton, père de la petite sirène, mais je vous arrête tout de suite. Dans la mythologie grecque, les sirènes sont soit des femmes toutes cons, soit des êtres mi-femmes, mi-oiseaux. Donc, rien à voir. Par contre, en effet, Triton était une divinité mi-homme, mi-poisson, et il a beaucoup de points communs avec Poséidon, dont il est le fils. Le char tiré par les chevaux, le trident, mais l'attribut principal de Triton, c'est sa conque, dont il jouait pour déchaîner ou calmer la mer. C'est notamment lui qui calma les eaux après le déluge de Deucalion, l'un des innombrables déluges provoqués par les dieux de tous âges et de toutes origines pour purifier l'espèce humaine, petit souillon que nous sommes. Numéro 6, peut-on faire un point culture traitant de mythologie grecque sans évoquer les labdacides? C'est une question rhétorique, bien sûr qu'on peut, cette introduction est très maladroite. Mais je ne vais pas vous parler de tous les labdacides, juste d'une créature qui les a bien foutus dedans, le Sphinx. Créature féminine à tête de femme et à corps de lion ailé, le Sphinx a été envoyé à Thèbes pour terroriser et massacrer la population et les récoltes par Héra, cette femme est délicieuse. Le Sphinx répétait une énigme et dévorait quiconque se trompait. Qu'est-ce qui n'a qu'une voix, 4 jambes, et 2 jambes, et 3 jambes? Édipe parvint à résoudre l'énigme, tuant le Sphinx et devint roi de Thèbes. En quoi est-ce une mauvaise chose? C'est une histoire un peu longue mais fort cool, donc voici. Il était une fois Laios, fils de Labdacos et roi de Thèbes. Pélops, un ami à lui demande d'apprendre à son fils à conduire un char. Laios accepte et viole son fils. Bon, c'est cracra, faut pas faire ça. Eh, nouveau slogan de campagne de sensibilisation, le viol, c'est cracra. Faut pas faire ça. Pélops appelle donc la malédiction sur Laios et ses descendants et paye ta malédiction sur 3 générations. L'oracle prédit à Laios que son fils le tuera et épousera sa femme. Du coup, Laios évite de coucher avec sa femme. Et puis, bon, c'était pas un enfant, elle était consentante, enfin c'est pas vraiment son truc. Sauf qu'un soir, bourré, il couche avec. Paf, grossesse. Ils abandonnent le bébé en lui attachant les pieds. Mais l'enfant est retrouvé et adopté par le roi de Corinthe, Polybe, qui le baptise Édipe. Ce dernier, une fois adulte, apprend qu'il doit tuer son père et épouser sa mère, du coup il s'éloigne de ceux qu'il croit être ses parents, et se rend, vous l'avez compris, à Thèbes. En chemin, il croise Laios, avec lequel il s'embrouille, et il le tue sans savoir ni qu'il s'agit du roi, ni qu'il s'agit de son père. En apprenant la nouvelle, Créon, le frère de Jocaste, devenu régent de Thèbes, dit « Oui, alors je suis régent, mais le premier qui débarrasse Thèbes du Sphinx, je lui donne la ville et le cul de ma sœur en prime. » Bon, là-dessus, Édipe résout donc la fameuse énigme. Pour les 5 qui ne connaîtraient pas la réponse, c'est l'homme qui se déplace d'abord à 4 pattes enfant, puis à 2 adultes, et à 3 avec une canne vieillard. C'est vraiment une énigme de merde. Édipe résout donc l'énigme, et Créon de leur féliciter « Bravo Édipe! Va niquer ta mère !» Ce qu'il fait. De leur union naquirent 4 enfants, ce qui est une sacrée prouesse génétique,
Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène. En apprenant que Jocaste est sa mère, Édipe se brûle les yeux et part en exil, et pour le reste, Antigone va se laisser mourir de faim alors qu'elle avait été condamnée à mort, Aimon, son fiancé et son oncle aussi, se suicident de chagrin, Éthéocle va mourir défiguré dans une guerre contre son frère Polynice, dont le cadavre va être exhibé et rongé par les corbeaux en place publique pour déshonneur, et vous ai-je mentionné que Mégara, la femme d'Héraclès, que ce dernier a tué dans un accès de folie, est la fille de Créon. Donc voilà, la malédiction des Labdacides. En bref, le viol, c'est cracra, faut pas faire ça. Numéro 7, vous vous souvenez de Typhon? Je vous présente sa femme, Échidna. C'est une femme jusqu'à la taille, et pour le reste, c'est un serpent. Elle est donc la mère de la plupart des éléments de ce top 20. Parmi ceux dont on a déjà parlé, le Sphinx et le lion de Némée sont déjà des enfants d'Échidna. Bonjour, ici Lynx du futur. J'étais en train de monter la vidéo et je me rends compte que je me contredis. En effet, plutôt je dis que le lion de Némée est l'enfant d'Orthros et Chimère, ce qui ferait de lui le petit-fils d'Échidna. C'est simplement un souci de source en fait. D'après Hésiode, le lion de Némée est bien le fils d'Orthros et de Chimère, mais d'après Pseudo-Apollodore, c'est Typhon et Échidna. Voilà. Juste pour préciser ça, c'est... Bon bah, bonne continuation de vidéo. Vous allez voir, le numéro 17 va vous surprendre. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'histoires faux-folles à raconter à son sujet, c'est vraiment juste un four à bébés monstrueux, des lions, des chiens, des serpents, enfin disons que les Grecs anciens étaient pas super à jour sur le fonctionnement de la génétique. D'ailleurs, je vois pas vraiment comment Typhon et Échidna pouvaient se reproduire. Ah bah si, c'est legit, ils sont tous les deux serpentoïdes au niveau du bassin, donc ça passe. Et j'y réfléchis beaucoup trop. Numéro 8, nous avons hérité beaucoup d'expressions de la mythologie grecque. Après tout, ne dit-on pas malin comme un sphinx? Con comme Héraclès. Nique ta mère. Non, mais quelque chose qu'on dit pour de vrai, c'est tomber de Charybde en Scylla. C'est une expression qui veut dire faire face à un problème, s'en sortir et devoir en affronter un autre, plus gros encore. Charybde, toujours affamée, a été punie par Zeus pour avoir mangé le bétail de son fils Héraclès, et transformée en tourbillon. Depuis, elle avale les navires qui passent trop près d'elle. Scylla, de son côté, est un monstre enfermé dans une grotte sur un récif aux parois saillantes et trop lisses pour qu'on puisse y marcher. Le dilemme qu'a dû affronter Ulysse dans l'Odyssée, c'est que les deux monstres cohabitent dans un passage de mer étroit et qu'un navire ne peut les éviter tous les deux, et vous l'aurez deviné avec l'expression Ulysse évite Charybde pour affronter Scylla. Il n'y perd que quelques hommes alors que Charybde aurait sûrement englouti tout l'équipage. Bravo le veau. Numéro 9, vous connaissez Chiron, vous connaissez Pholos, et connaissez-vous Nessos, le troisième et dernier centaure dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ça se passe après la mort de Chiron. Nessos a survécu au massacre des centaures par Héraclès, mais c'est un centaure, c'est-à-dire que c'est une brute qui aime tuer, il a un zizi à la place du cerveau, bref, c'est plus une bête qu'un homme. Nessos travaille comme passeur de fleuve. Héraclès arrive avec Déjanire, sa nouvelle femme, après qu'il a fini ses 12 travaux, et demande à passer. Le centaure lui répond « Ok, alors, ce qu'on va faire c'est toi tu nages, et moi je porte ta femme pour pas qu'elle soit mouillée. » Héraclès accepte. Héraclès est une grosse merde. Arrivé de l'autre côté, il entend évidemment les cris de sa femme parce que Nessos essaye de la violer. Ni une ni deux, le fils de Zeus tire une flèche et atteint Nessos. En mourant, celui-ci dit à Déjanire « Tiens, prends ma tunique, ça évitera que ton époux soit infidèle. » Essayez de vous représenter la scène dans la tête. Elle se fait violer par un monstre avec donc un équipement de cheval, hein, littéralement. Il se prend une flèche et lui dit « Donne mes fringues à ton homme, il te sera fidèle. » La cohérence, c'est pas trop leur délire. Déjanire accepte parce que elle est vraiment demeurée, et cela conduira à la perte d'Héraclès. Pourquoi? Pour ça. Numéro 10, il est largement temps d'évoquer le plus célèbre des travaux d'Héraclès, son deuxième en fait, après le lion de Némée, tuer l'hydre de Lerne. Il s'agit soit d'un serpent, soit d'un dragon, doté de plusieurs têtes, dont une, faite en partie en or, est immortelle. Les autres têtes repoussent en double quand on les coupe. Pour le vaincre, Héraclès a demandé l'aide d'Ioalaos, son neveu et amant, tout est normal, pour qu'il cautérise les moignons de têtes tranchées au fur et à mesure. Quant à la tête immortelle, Héraclès l'enterra encore vivante. Mais Eurysthée refusa de compter ce travail comme étant accompli parce qu'Héraclès avait fait appel à quelqu'un d'autre pour l'aider. Il lui a fait le coup 2 fois d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dû effectuer 12 travaux au lieu des 10 prévus. Mais alors, quel rapport avec Nessos, me direz-vous? Après avoir vaincu l'hydre de Lerne, Hercule trempa la pointe de ses flèches dans le sang de l'hydre, un poison extrêmement virulent. C'est ce qui a empoisonné Chiron au point de lui faire supplier la mort, et quand Nessos remit sa tunique à Déjanire, elle était trempée de son sang infecté par le venin de l'hydre de Lerne. Déjanire offrit donc la tunique de Nessos à Héraclès, il la mit, et elle le brûla, lui colla à la peau, lui infligeant une horrible douleur, à tel point qu'il se jeta lui-même dans un bûcher pour mettre fin à ses souffrances,
Et puis vexé par sa connerie, Déjanire se suicida après la mort de son mari. Héraclès est une grosse merde. Numéro 11, mais avant de mourir comme un con en enfilant la tunique d'un ennemi qu'il avait tué lui-même en l'empoisonnant, faut quand même être sacrément con, Héraclès a tout de même effectué d'autres choses chouettes, comme son 6e travail, débarrasser le lac Stymphale d'une nuée d'oiseaux mangeurs d'hommes. Et comment il les a vaincus? Avec des castagnettes. Je déconne pas, Héraclès s'est mis sur une montagne, a joué des castagnettes, ça a fait peur aux oiseaux, et ils sont partis. Bon, c'est plus une version antique des castagnettes, ça s'appelait un crotalone, ou crotalum en latin, mais c'est exactement le fonctionnement des castagnettes. Vous connaissez l'adage, Héraclès est une grosse merde. Numéro 12, on passe à une bestiole qui n'a rien à voir avec Héraclès, Pégase. Mais rien à voir. Bon, je peux pas vous parler de la naissance de Pégase pour l'instant parce que ça implique un autre monstre qui arrivera plus tard dans la vidéo. Mais je peux vous parler par exemple d'Hippocrène, la source créée par Pégase. En tapant du sabot contre le sol, la créature a créé une source sur le mont Hélicon, si merveilleuse que même les dieux venaient l'admirer. Elle fut baptisée Hippocrène, la source du cheval, et devint par la suite la source des muses. Pourquoi Pégase a-t-il tapé du talon pour commencer? Parce qu'il n'était pas content d'avoir été dompté par Bellérophon. Par qui? Nous allons y revenir. Numéro 13, si vous croyez que l'humanité a évolué au fur et à mesure de la préhistoire et qu'elle a ensuite découvert le feu, vous avez tort. C'est Prométhée qui a forgé les hommes dans de la boue et qui est allé voler le feu chez les dieux et qui nous l'a ramené. C'est un fait, c'est de la science. D'ailleurs, Zeus a pas aimé qu'on lui vole son feu et a attaché Prométhée à un caillou, alors vous devriez être un petit peu plus reconnaissant. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous présenter l'aigle du Caucase. Fils de Typhon et d'Échidna, évidemment, l'aigle du Caucase a été envoyé par Zeus pour manger tous les jours le foie de Prométhée, probablement avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Heureusement, Zeus avait envie de placer son fils, donc Héraclès, tua l'aigle du Caucase et libéra Prométhée avec l'autorisation de son papa, comme ça il passerait pour un héros auprès des hommes. Tous avec moi, Héraclès est une grosse merde. Numéro 14, une créature que tout le monde connaît parce qu'elle a été déclinée 1 million de fois en de multiples incarnations, Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien de l'Hadès, l'équivalent des enfers. Et fils de Typhon et d'Échidna, évidemment. Cerbère est une énorme bête qui effraie autant les morts que les vivants et qui surtout empêche les vivants d'entrer dans l'Hadès et les morts d'en sortir. De nombreux héros ont cherché à déjouer la vigilance de Cerbère, et peu ont réussi. Cet exploit n'a été accompli que par Héraclès et Orphée. Et Psyché. Et Ulysse. Et Énée. Et Thésée. Ouais, non, oubliez ce que je viens de dire, Cerbère est un très mauvais chien de garde. D'ailleurs, c'est un peu illustré dans le 12e travail d'Héraclès. Il devait ramener Cerbère des enfers, donc Héraclès alla dans le monde souterrain, demanda à Hadès, dieu des enfers, s'il pouvait embarquer le toutou. Il lui répondit « Ouais, no suicide, mais seulement si t'arrives à le maîtriser sans armes. » Eh ben, il l'a fait. Même pas eu besoin de castagnettes pour celui-là, et voilà, ça a mis fin aux 12 travaux. Ouais, numéro 15, on va continuer avec les travaux d'Héraclès, en l'occurrence son 7ème, capturer vivant le taureau crétois. La difficulté de la tâche, c'est que le taureau avait été rendu fou par Poséidon, et que ne pas tuer, c'est pas vraiment le gros point fort d'Héraclès. Mais il y parvint en montant sur le dos de la bête et en le tenant par les cornes. C'est vraiment anticlimactique hein, les travaux d'Héraclès. On imagine des combats épiques, des jeux de puissance, de la ruse, mais non. Pour l'hydre, il a enterré la tête immortelle, pour le lion de Némée, il l'a étouffé. Et donc pour le taureau crétois, il est monté dessus, il a chopé ses cornes et la bestiole s'est laissée ramener à Eurysthée. Le taureau sera tué par Thésée plus tard, mais alors question, d'où il venait ce taureau? Parce que pour une fois, je vous ai pas dit qu'il était l'enfant d'Échidna et de Typhon, ou qu'Héra l'avait envoyé pour détruire une ville pour le lol. Il a une autre origine, dont nous allons bientôt parler. Numéro 16, fille de Typhon et d'Échidna, la chimère avait le corps d'un lion, la tête d'un lion qui crache du feu, une autre tête de chèvre et enfin une tête de serpent au bout de la queue. La mythologie grecque. La chimère n'est pas que la fille d'une célébrité, c'est aussi la mère de plusieurs célébrités puisqu'elle a engendré le lion de Némée et le sphinx. Et comme c'était une créature maléfique, un héros a dû la tuer. Non pas Héraclès qui avait pourtant l'air parti pour tuer absolument tout le bestiaire mythologique, mais Bellérophon. Pour ce faire, Bellérophon devait avoir un destrier plus rapide que les flammes de la chimère, Pégase. Grâce à l'aide d'Athéna, il parvint à dompter Pégase et se jeta dans la bataille contre la chimère, mais contrairement à Héraclès, Bellérophon relève les défis avec panache. D'après Jean de Ctesès, un poète byzantin du XIIe siècle, Bellérophon a accroché du plomb au bout de sa lance et l'a jeté en direction de la face de lion de la chimère. Cette dernière a essayé de la brûler, mais le plomb fondit, étouffant la créature. Et c'est quand même bien cool. Numéro 17.
Peut-être qu'en le chantant, je sais pas. Diomède nourrisse ses juments légendaires, des hôtes qu'il recevait. C'est pas bien urbain, non, faudrait pas faire ça. Qui pourrait arrêter cet Héraclès, le héros, pour son 8e travail, dut ramener les juments Argos. Pour ce faire, il quérit l'aide d'Abdère, son chéri, qui finit dévoré jusqu'à l'os. Enfin... Héraclès donna donc à manger aux cavales leur propre propriétaire, ce qui d'un coup calma la sauvagerie de ses chevals, qu'il ramena et elles se laissèrent faire. Finalement, c'était simple, Héraclès aurait pu faire sans l'aide de son amant, qui tenait à la vie avant qu'il ne la perde. C'est une grosse merde. Numéro 18, nous allons évoquer l'une de mes créatures mythologiques préférées, le Minotaure. C'est l'histoire d'un gros con, Minos. Astérion, roi de Crète, meurt sans héritier. Minos prétend aux yeux du peuple que les dieux lui ont demandé de régner, et il en veut pour preuve qu'ils exécuteront chacune de ses prières. Poséidon, qui était dans un bon jour, fit sortir un magnifique taureau blanc de la mer alors que Minos priait et lui demanda de le sacrifier. Sauf que Minos trouvait la bestiole trop belle et en sacrifia une autre à la place. Il devint donc tout à la fois roi de Crète et roi des cons. Poséidon se vengea en rendant la femme de Minos, Pasiphae, éperdument amoureuse du taureau, et en rendant le taureau fou furieux. Cette dernière demanda l'aide de Dédale, un architecte. De l'aide pourquoi, me demanderez-vous, en quoi un architecte pouvait-elle l'aider à ne plus être amoureuse d'un taureau? Dédale lui construit une caisse en bois avec des roues sur laquelle il jeta une peau de vache, avec un trou derrière la caisse pour que Pasiphae, et donc le taureau crétois, puissent faire ce que font les gens quand ils sont très amoureux. 9 mois plus tard, j'imagine, c'est à peu près la même chose pour les humains et les vaches, donc voilà, 9 mois plus tard, naquit Astérion, le fils de Pasiphae et du taureau crétois, que la légende retint sous le nom de Minotaure, le taureau de Minos. Ce dernier, furieux, demanda à Dédale de construire une prison dont le Minotaure ne pourrait jamais sortir, et Dédale construit le labyrinthe, une construction si complexe que nul ne peut en sortir. Pour le nourrir, Minos demande à la ville d'Athènes, défaite lors d'une guerre, de lui fournir 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes tous les 9 ans, qu'il enferme dans le labyrinthe pour que la créature s'en nourrisse. Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes, décide de tuer le Minotaure, va en Crète pour dire à Minos « Eh dis donc, le fils à corne, ça va bien là Wallah, je le bute !» Minos répond « Ha, même pas t'y arrives !» Mais Ariane, fille de Minos, tombe amoureuse de Thésée et lui donne un fil, le fameux fil d'Ariane, pour qu'il le déroule dans le labyrinthe, et ainsi, s'il survit, il n'aura plus qu'à le suivre pour en sortir. Elle lui donne également un glaive offert par Héphaïstos qu'elle vole à son père en demandant au héros qu'il l'épouse en retour. Vous remarquerez que toutes les femmes dans la vie de Minos, ça lui ont fait à l'envers. Bref, Thésée tue le Minotaure, mais abandonne Ariane à la mort, parce qu'elle a juste trahi son père et sa ville, et rentre à Athènes pour en devenir roi. Mais qu'est-il advenu d'Égée? Eh ben en fait, ils avaient conclu que si Thésée revenait vivant de Crète, faudrait qu'il hisse des voiles blanches à ses navires. Et Thésée a oublié. Du coup, en voyant les voiles noires, Égée s'est suicidé en se jetant dans la mer, qui porte aujourd'hui son nom. C'est donc un des premiers cas de transgenre, puisque le père de Thésée est devenu une mère.
Oh, elle est pas bonne celle-là! Oh non, elle est pas bonne du tout! Ah non, non, non! Ah. Numéro 19, on arrive à la fin, alors je vous en donne un petit rigolo. L'histoire du renard de Temès et de l'Élaps le chien. Bon, le renard de Temès avait été envoyé sur Thèbes pour effrayer et tuer tout le monde, vous connaissez la chanson. Sauf que il avait la particularité de ne pouvoir être attrapé par aucune créature. Vous gardez ça en tête une minute, le temps que je vous présente un autre personnage important de cette légende, Amphitryon, le marié d'Alcmène, et donc beau-père d'Héraclès, si on peut considérer que le fils du gars avec qui ta femme t'a trompé est ton beau-fils. Les frères d'Alcmène ont été tués par des Taphiens, les habitants de l'île de Taphos donc, et Alcmène exige de son mari que ce crime soit expié. Amphitryon va demander de l'aide à Créon, alors régent de Thèbes. Il lui dit ok, mais d'abord tu débarrasses ma ville du renard de Temès, s'il te plaît. Amphitryon va demander de l'aide à Céphale, le roi d'Athènes, qui possède un chien, le fameux l'Élaps, qui a la particularité de toujours attraper sa cible. Et du coup on se retrouve face à un paradoxe. L'Élaps attrape toujours sa cible et le renard de Temès échappe toujours à son poursuivant. Donc comment résoudre ce problème? Zeus les change en statues. Zeus n'aime pas les paradoxes. Ensuite, l'histoire continue, Créon aide Amphitryon contre Térélas, roi de Taphos. Ce dernier a un cheveu d'or dans ses cheveux qui le rend immortel. Sa fille tombe amoureuse d'Amphitryon, elle arrache le cheveu d'or de son père. Amphitryon la fait mettre à mort pour trahison, la grosse joie. Numéro 20, si je vous parle des Gorgones, a priori ça vous évoque un truc. Des femmes aux cheveux de serpent dont le regard pouvait pétrifier quiconque le croisait. Elles sont 3 sœurs, mais seule l'une d'entre elles est vraiment connue, Méduse. C'est l'histoire un peu triste et un peu dégueu d'une jeune femme très belle qui se fait violer par Poséidon dans un temple d'Athéna, et donc la déesse la punit, elle, en la transformant en gorgone. Et on va pas faire comme si on vivait dans un monde où les femmes ne se font pas stigmatiser si elles se font violer. Bref, autre sujet pour une autre vidéo. Non, puis la mort de merde quoi. Persée avait été recueilli avec sa mère par le roi Polydecte, et c'est lui qui l'envoyait tuer Méduse pour pouvoir violer sa mère en son absence. Persée reçut de la part d'Athéna un bouclier dont l'intérieur était réfléchissant, et en voulant l'attaquer, Persée retourna son bouclier et Méduse se pétrifia elle-même en se voyant. Persée lui trancha la tête et s'en servit pour pétrifier Polydecte en rentrant à Séryphos, une fin triste pour un personnage triste. Mais on peut se consoler en se rappelant qu'elle avait d'abord été fécondée par Poséidon et que de son buste décapité sortit le fruit de ce viol, Pégase. Voilà. Maintenant, quand vous verrez un cheval ailé, vous saurez que l'un des premiers vient du meurtre d'une victime de viol maudite par une déesse jalouse. Bref, voilà qui conclut ce point culture sur 20 différentes créatures de la mythologie grecque, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner comme d'habitude, et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, ciao.